Et quand un dirigeant d'entreprise gagne plusieurs centaines de fois ce que gagne le plus petit salaire, je ne suis pas sûr qu'on ait dans ce cas-là vraiment l'impression d'être dans la même barque. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Crayon Business. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Froissart. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Vous êtes le porte-parole du groupe SOS et également un co-dirigeant de ce groupe-là. C'est un groupe un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir par rapport à d'autres entreprises plus traditionnelles. C'est que vous êtes un groupe qui est une forme d'entreprise, d'association, qui réinvestit tous ses bénéfices, pas pour des dividendes d'actionnaires, mais pour réinvestir sur les projets de l'entreprise. Ma première question, c'est est-ce que le but, c'est de profiter d'un modèle un peu capitaliste qui continue de grossir pour continuer en fait vos actions très clairement sociales, médicales et environnementales? Alors, on n'est clairement pas dans un modèle capitaliste, puisqu'on est associatif, c'est-à-dire que le modèle associatif est à la base de l'ensemble de notre organisation. Donc associatif, ça veut dire pas d'actionnaires, donc effectivement pas de dividendes, c'est-à-dire que si des activités réalisent des bénéfices, ils seront effectivement réinjectés dans le développement de l'activité. Mais du coup, c'est un modèle qui est un peu différent de ceux d'habitude. Est-ce que vous sentez que, par exemple, sur des appels d'offres ou sur des projets où vous êtes en compétition avec potentiellement des entreprises beaucoup plus capitalistiques, beaucoup plus requins dans leur manière de fonctionner, est-ce que ça peut vous donner parfois un désavantage compétitif ? Alors, il y a des activités sur lesquelles l'entreprise traditionnelle n'est pas. Par exemple le social, sur lequel on est très présent et sur lequel on est né et on s'est construit, la question des solidarités. Par contre, effectivement, il y a des secteurs, les maisons de retraite, les hôpitaux, sur lesquels on est présent. On gère aujourd'hui une dizaine d'hôpitaux et 70 EHPAD, donc maisons de retraite médicalisées. Et dans ces domaines-là, il y a effectivement des entreprises privées lucratives qui essayent de développer leur marché, de prendre des parts de marché. Et elles ont souvent une activité très, très marketing, c'est-à-dire que c'est des acteurs souvent qui sont même meilleurs que nous sur l'aspect marketing, communication. Et nous, on progresse d'ailleurs beaucoup sur ces aspects-là parce qu'ils sont quand même importants. Mais nous, on a une force et un avantage concurrentiel justement qui, dans ces sujets-là, sur ces thèmes-là, est à mon avis colossal, c'est le fait qu'on n'a justement pas d'actionnaires. Et donc, il n'y a pas une partie de nos budgets annuels ou des résultats d'exploitation à la fin de l'année qui doivent partir vers les actionnaires. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet argent qui, pour des entreprises qui peuvent être des concurrents à nous, sort de la société. Et il y a un moment de l'argent effectivement qui part. Et nous, cet argent-là, on peut l'utiliser pour améliorer les locaux, les rendre plus accueillants, plus accessibles, faire en sorte d'améliorer le service ou la prestation qu'on rend, notamment aux personnes précaires, vulnérables, puisque c'est une grande partie des personnes qu'on accompagne. Est-ce que finalement, c'est pas une logique en termes, je mets des guillemets à ça, mais plus business, de pallier potentiellement au manquement de certains services publics ? Alors nous, on considère que l'État reste central sur tous ces sujets d'intérêt général, évidemment. Enfin, on a la chance, même si elle n'est pas parfaite, de vivre dans une démocratie, avec des élus qui, à un moment donné, sont élus, justement, sont désignés, sont choisis par les élections, par nos concitoyens. Donc nous, on considère que c'est à l'État, mais au sens large, l'État central, évidemment, mais aussi l'ensemble des collectivités, de fixer les orientations, de décider quelles sont les priorités pour le territoire national ou pour les territoires plus locaux. Néanmoins, l'État, on le voit bien aujourd'hui, ne peut pas tout faire et il a sans doute besoin parfois de s'appuyer sur des acteurs, mais autant qu'il le fasse sur les sujets d'intérêt général avec des acteurs comme le groupe SOS, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, associatifs, non lucratifs, et qui ont justement pour boussole l'intérêt général. Vous avez été un des premiers groupes, voire même peut-être le premier en France et en Europe, à vous être lancé sur ces logiques d'action concrète de manière indépendante des services publics.
Est-ce que vous avez vu dans le développement de ce groupe-là, de plus en plus, que ce soit générationnel ou juste lié à votre appel d'air, de plus en plus de projets comme le vôtre se développer? On parlait en off de Time for the Planet où nous on avait reçu Arthur Aubeuf. Comment toi tu te positionnes par rapport à ceux qui soit sont dans le déni, soit refusent ce changement de paradigme, qui au final a un peu ce modèle aussi de tous les bénéfices sont réinjectés pour de nouveaux projets? Moi, je suis membre du bureau d'une association qui s'appelle le Mouvement Impact France et qui fédère les entreprises sociales, les entreprises à impact, enfin, en tout cas tous les entrepreneurs qui ont envie de réfléchir à la façon dont leur activité pourrait avoir un impact positif sur la planète, mais aussi sur l'humain. Et en fait, il y a 4 piliers. Il y a l'impact social, l'impact environnemental, la gouvernance. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour qu'une entreprise soit vraiment la plus efficiente possible, il faut que les parties prenantes, comme on dit, soient associées. Les salariés, évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, quand même, ce qui est loin d'être négligeable, je crois, aujourd'hui, c'est la répartition de la richesse. On est quand même dans un pays, et surtout à l'international, mais en France, c'est vrai aussi, il y a des inégalités qui sont quand même très importantes, qui parfois ont tendance à s'accroître, et on a, y compris dans les entreprises, parfois, plus dans les grandes entreprises, mais ça concerne vraiment le monde entrepreneurial de façon générale, des écarts de salaire entre le plus petit salaire et le plus grand salaire qui parfois sont énormes. Et à un moment donné, je pense que si on relie un peu l'aspect économique à l'aspect plus sociétal, si on veut que les gens aussi aient l'impression de faire partie du même bateau et du coup d'affronter des combats, des enjeux qui peuvent être parfois complexes, hein, on le voit, la question environnementale, ce virus qui est arrivé et qu'on n'attendait pas et qui bouleverse tout à un moment donné. Donc parfois, souvent, on a besoin qu'il y ait de la cohésion, qu'il y ait de la cohérence au sein des citoyens et des habitants d'un pays. Et ça, je pense qu'on peut le faire si, oui, les gens ont l'impression quand même de faire partie du même bateau. Et quand un dirigeant d'entreprise gagne plusieurs centaines de fois ce que gagne le plus petit salaire, je ne suis pas sûr qu'on ait dans ce cas-là vraiment l'impression d'être dans la même barque. Est-ce que c'est une des faiblesses des grands groupes aujourd'hui, qui parfois sont en difficulté face à des plus jeunes entreprises, qu'on appelle parfois des startups, des scale-up, peu importe, qui elles sont plus cohérentes souvent à ce niveau-là aussi, parce qu'elles sont plus jeunes, avec des équipes plus réduites? Est-ce que ces grands groupes perdent aussi de vue les hiérarchies plus globales parce qu'il y a beaucoup trop de salariés aussi au sein de ces boîtes? À court terme, je ne sais pas, parce que c'est des groupes qui ont tellement de moyens qu'ils peuvent investir, être réactifs quand même sur une série de choses. Sur le long terme, je pense que... moi, je fais partie en tout cas de ceux qui pensent qu'il faut que tout le monde s'y mette. Le changement, que ce soit face aux risques climatiques, mais aussi cette question des inégalités qui est quand même cruciale aussi aujourd'hui. Les deux sont liés en plus. Il faut que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire les startups, les petites entreprises, les PME, les grands groupes, mais finalement chaque citoyen aussi dans sa vie quotidienne. Chacun, on doit essayer de s'améliorer sur ces sujets-là. Et les grands groupes, ils ont un impact qui est forcément hyper important. Ils ont des activités, un chiffre d'affaires, un nombre de salariés qui est considérable. Donc on compte sur ces grands groupes. Moi, ce que j'ai tendance à dire à ces entreprises, c'est que oui, il faut qu'elles changent. Il ne faut pas que ce soit du green ou du social washing, parce que si elles ne changent pas aussi en profondeur, à un moment donné, les clients vont sans doute se détourner de leurs produits ou de leurs services, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux pratiques de l'entreprise. Oui, le risque réputationnel est énorme. Le risque réputationnel avec les réseaux sociaux, en plus aujourd'hui, ça va très vite. Et puis pour attirer des talents, jeunes ou moins jeunes, mais on sait que la jeune génération est particulièrement attentive à ça, il faut donner du sens. Et on sait qu'aujourd'hui, oui, les salariés, et encore une fois, c'est particulièrement le cas pour les plus jeunes, n'ont pas envie d'aller travailler n'importe où. Il faut qu'ils se sentent quand même en adéquation, il faut qu'ils sentent que l'activité de l'entreprise qu'ils vont rejoindre est en adéquation avec leurs valeurs. Donc si vous perdez vos consommateurs, si vous n'arrivez pas à attirer des salariés, des talents, ça devient compliqué à un moment donné. Donc, y compris pour les grands groupes, et je pense que ces réflexions-là, ils les ont déjà, sur le fait justement d'attirer des talents, de les fidéliser, et puis le risque réputationnel, effectivement, qui a été évoqué à l'instant, c'est des choses qui quand même peuvent à un moment donné faire beaucoup de mal à une entreprise. Je comprends très bien, mais est-ce que du coup,
toutes ces causes que l'ESS essaye de résoudre par l'entreprise aussi, est-ce que le meilleur moyen serait pas de pouvoir faire avancer ces causes-là, serait pas aussi de rendre rentable le fait de résoudre ces problèmes-là, de rendre rentable le fait de résoudre la crise climatique? On avait interviewé notamment Jean Moreau du mouvement Impact France sur ce sujet. Au départ, on avait un pilier qui était historiquement le don alimentaire, donc ce que j'ai décrit en ouverture, digitaliser le don alimentaire. Est-ce que finalement, il n'y a pas parfois une difficulté quand on est sur des causes qu'on estime nobles et majeures pour nos sociétés? Est-ce que parfois il n'y a pas cette pudeur de vouloir en gagner de l'argent qui est quand même le meilleur moyen d'intéresser le plus grand nombre de personnes? Bien sûr. Moi, je considère qu'à un moment donné, pour répartir la richesse, il faut la créer. Donc la question, c'est comment vous la créez. Est-ce que vous le faites justement en respectant les salariés, en respectant les clients, en respectant l'environnement? Mais c'est pas un gros mot de créer de la richesse. Il faut le faire à un moment donné si on veut la répartir. Et les entreprises, qu'elles soient sociales ou non, effectivement, ont pour objectif à un moment donné d'avoir une activité qui, à mon sens, doit être pérenne. Et c'est vrai que c'est notamment et peut-être plus particulièrement au sein de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, le cas du secteur associatif, qui a mis beaucoup de temps à se professionnaliser. Et l'organisation pour laquelle je travaille, donc le groupe SOS, a sans doute pris ce virage assez tôt, finalement, peut-être plus tôt que d'autres associations, ce qui explique aussi peut-être notre développement rapide et important. C'est qu'à un moment, les pouvoirs publics et puis même d'autres associations nous ont fait confiance pour aider et soutenir le développement parfois d'activités toutes petites, mais dont on pressentait qu'elles pouvaient avoir un impact social ou environnemental important. Et à un moment, et aujourd'hui le groupe SOS, il est de plus en plus ça, c'est-à-dire un facilitateur pour ces activités-là, leur permettre de se développer plus facilement, un accélérateur. Et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. En France et un peu partout dans le monde, c'est-à-dire des groupes comme le groupe SOS qui sont capables avec d'autres, de détecter des initiatives qui ont le mérite de résoudre tout ou partie d'un problème de société. Ça peut être un problème social, éducatif, de santé, sur la transition écologique, il y a de tels enjeux il y a énormément de choses à faire. On travaille beaucoup sur la culture, c'est un de mes sujets favoris au sein du groupe SOS, comment la culture peut être accessible à toutes et tous. Et voilà, le groupe SOS, c'est de plus en plus ça, finalement. C'est un outil qui va être à la disposition de toutes celles et tous ceux, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont envie d'entreprendre pour l'intérêt général, quelque part. J'ai l'impression, et nous on l'a beaucoup vu avec les différentes personnes qu'on a rencontrées sur le crayon, j'ai l'impression qu'il y a des sujets presque plus sexy que d'autres aussi dans ces causes-là. Je prends juste un exemple dans l'ESS. J'ai rarement et quasiment jamais entendu parler d'engagement ou de volonté d'améliorer la démocratie ou d'améliorer la liberté d'expression. Il y a Mec.org, par exemple, qu'on avait reçu, qui ont monté une civic tech. La démocratie est devenue de plus en plus inopérante pour réconcilier les gens. Justement, dans ces buts démocratiques, nous, avec le crayon, on a lancé avec des amis l'application Élise, le Tinder de la présidentielle, justement dans ces buts-là. Est-ce que finalement, il y a des sujets qui sont peut-être trop politiques ou peut-être trop compliqués à gérer de manière entreprise, ou en fait c'est juste une question de temps et de développement? Comment vous voyez les choses? Nous, on a tendance à considérer, en tout cas, qu'une organisation comme le groupe SOS, donc non lucrative, mais qui a quand même une forte volonté d'entreprendre, c'est-à-dire de créer des choses qui sont utiles, de le faire de façon pérenne, de le développer quand c'est justement utile pour multiplier l'impact. Donc nous, on a tendance à considérer, c'est pour ça aussi peut-être qu'on atteint cette taille aujourd'hui et surtout cette diversité d'activités, c'est qu'on peut tout faire sous le format associatif. Et voilà, et donc on gère des maisons de retraite, des hôpitaux, des crèches, des structures sociales, des établissements culturels. Et effectivement, on sent bien que parfois il y a des projets qui intéressent plus, notamment les médias, que d'autres. Là, on a créé un projet il y a un an ou deux qui s'appelle 1000 cafés, où on crée ou recrée 1000 cafés dans des villages de moins de 5000 habitants, où il n'y a plus de petits commerces. C'est une très bonne idée, ça. Ouais, et ça, forcément, c'est chouette, ça intéresse, parce que je pense que tous, on a un lien
parfois privilégié avec un village de France où on a grandi, où on a passé des vacances, et donc et la place du village avec son café. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est important peut-être symboliquement ou en termes affectifs, mais qui est aussi important parce qu'aujourd'hui, on le voit bien dans notre société, on a besoin de créer des liens, de faire en sorte que personne ne se sente aussi relégué. Or, aujourd'hui, il y a une vraie fracture entre les villes, notamment, et surtout les métropoles, et puis les territoires moins urbains, plus ruraux. Et donc, voilà, la question, c'était aussi comment on fait pour recréer de l'activité, recréer du lien, et remettre de la vie aussi là où il y en a peut-être moins aujourd'hui. Et donc, les cafés, c'est génial pour ça, mais il ne faut pas que ce soit forcément que des cafés. Ça peut être un relais poste, ça peut être aussi un lieu où il va y avoir de la culture, des expositions. Enfin, voilà, Oui, un bar, un musée, une boulangerie. Exactement, on peut tout imaginer. Et c'est ça qui est super. Je comprends très bien, mais est-ce que du coup, au final, vous n'êtes pas presque trop seul en fait à faire ça? C'est pas vous tout seul le groupe SOS, mais est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui est pas assez présent aussi sur le territoire français? Parce que la manière dont vous le décrivez et ce que vous très concrètement fait le groupe SOS, c'est des choses qui ont des impacts très concrets et dont on voit aussi les fruits, parce qu'en plus vous avez l'avantage d'avoir un certain nombre d'années d'existence, entre 35-40 ans, et donc fondamentalement on voit l'impact que ça a. Comment réussir à communiquer aussi efficacement pour donner envie à plus de monde de le faire? C'est une bonne question. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui s'engage. Il y a quand même des millions et des millions de bénévoles en France. C'est ce que j'allais vous dire. Et puis, on parlait des entreprises. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ne veulent pas juste créer leur entreprise, mais ils veulent créer une entreprise qui, en plus, ait un impact positif pour les êtres humains, pour la planète. Donc ça, c'est hyper positif. Après, oui, il y a, je pense, un travail à faire, comme vous pouvez le faire, sur la question des médias, sur comment on donne envie au plus grand nombre de s'engager. Enfin, moi, je porte beaucoup ça. Je pense qu'à un moment donné, si on veut que les choses changent, il faut que chacun, individuellement, on ait envie vraiment de pousser ces sujets-là. La question environnementale, la question, encore une fois, de la lutte contre les inégalités. Et voilà, et ça peut se faire en créant une organisation, mais ça peut se faire dans la façon dont on se comporte aussi au quotidien. Il y a plein de choses à faire. Il y a donner son sens, c'est pas forcément très compliqué, et c'est hyper utile. On sauve des vies en faisant ça. Parrainer un enfant, un adolescent qui est en difficulté, qui a besoin d'aller, on parlait de musée, de culture, qui a besoin d'aller au musée, ou qui a besoin simplement qu'on l'aide un peu à faire ses devoirs, ou qui a besoin de réseau. L'aspect du réseau, c'est fondamental en France. Et le mentoring. Et le mentoring, on sait qu'il y a des gens qui ont du réseau et qui vont s'en sortir, et puis il y a des gosses, des enfants, des adolescents qui n'en ont pas, et ce sera plus compliqué. Donc comment on réussit à... Il y a parfois ce thème d'égalité des chances. Je pense que c'est un vrai sujet. Il faut voir justement comment chacun on peut contribuer à ça. C'est une dernière question qu'on pose à tous les gens qu'on reçoit sur le crayon. Quelle personne vous aimeriez voir dans ce type d'interview, plutôt business, que ce soit d'ailleurs dans le monde associatif, dans le monde entrepreneurial ou même dans le monde public, mais sur ces questions plus d'économie, d'écosystème? D'économie, d'écosystème, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y en a tellement. Parmi ceux parce que j'essaye de mettre en avant aussi bien sûr, c'est le but. Régulièrement, je trouve que c'est aussi le rôle d'un acteur comme le groupe SOS, et c'est aussi mon rôle, parce que je suis pas mal présent sur les réseaux sociaux, et notamment sur un réseau comme LinkedIn, et j'essaye de mettre en avant assez régulièrement des personnes qui, je trouve, changent un peu la donne. Et sur la question de la santé, le fondateur de Banlieue Santé, je trouvais assez intéressante, parce que on parlait d'inégalité, on a beaucoup parlé d'inégalité pendant ce moment qu'on a passé ensemble, et en fait on a quand même un pays qui est super, hein, enfin, notamment sur ces questions de santé, la sécurité sociale, et malgré tout ça, on sait que pour certaines personnes, c'est parfois plus compliqué, notamment en banlieue, ou même les territoires ruraux. Et cette association, elle réfléchit à la façon, c'est même parfois une question de code, c'est parfois des personnes qui n'ont pas les codes, ou qui sont arrivées en France il n'y a pas forcément très longtemps, donc qui comprennent pas très bien le français, ou juste qui sont pas
qui n'ont pas les codes, quoi. Et donc je trouve ça super intéressant parce que comment on développe une activité justement qui est aussi une activité économique, mais sur un sujet comme la santé, où c'est pas toujours évident de trouver des modèles, et voilà, je trouve ça super, et de se dire comment on crée une activité qui soit pérenne, y compris économiquement, et qui va résoudre des problèmes qui sont quand même importants. Je crois qu'il y a aujourd'hui encore un écart en termes d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier qui est encore de 10 ans. Parce que il n'y a pas forcément les conditions de soins, les conditions de vie, les bons réflexes. Je crois qu'il travaille beaucoup aussi sur la question de la prévention, de l'éducation à la santé. C'est aussi des choses qui sont importantes. Et puis oui, c'est des personnes qui n'ont pas forcément le réflexe, ou qui attendent peut-être trop longtemps avant de se faire soigner, donc parce qu'ils savent pas, parce qu'ils n'ont pas les réflexes. Donc je trouve ça super de se dire voilà comment on fait à un moment donné pour, y compris sur un sujet où on attend beaucoup l'État ou des acteurs comme le groupe SOS, puisqu'on est présent en matière de santé, mais il y a des entrepreneurs qui encore aujourd'hui inventent des choses sur un modèle différent, parce que là c'est encore une fois non lucratif. Ils vont être capables d'apporter des solutions qui viennent parfaitement compléter ce qui existait jusqu'à présent. Donc, je trouve très bien, on note. Passionnant. Merci beaucoup pour la recommandation. Et quelle est la phrase, la citation, la punchline de vous, de quelqu'un d'autre que vous gardez en tête régulièrement et que vous aimeriez partager aux gens qui nous regardent? C'est pas évident. Si, il y en a une qui est un peu au fondement du groupe SOS et qui nous guide au quotidien. C'est personne n'est jamais au bout de son histoire, parce que le groupe SOS est né là-dessus, historiquement sur la question de l'aide et le soin aux usagers de drogue. Et après on a beaucoup diversifié rapidement les activités, parce que à côté de cette problématique, ou en tout cas en lien avec cette problématique, il y en avait beaucoup d'autres, surtout dans les années 80. Notamment le sida. Exactement. Mais aujourd'hui encore, et les toxicomanes n'ont pas encore une très bonne image. C'était évidemment déjà le cas dans les années 80. Et nous, il y a toujours eu cette idée de dire tout le monde peut s'en sortir, tout le monde peut être utile aussi à la société. Je pense qu'il y a beaucoup cette idée-là aussi de permettre aux gens d'avoir un rôle. On a tous besoin de se sentir utile. Et donc, c'est comment on fait pour que ces personnes, qui peuvent être parfois très abîmées, et aujourd'hui, on s'occupe toujours beaucoup de toxicomanes, mais aujourd'hui, on s'occupe aussi de mineurs en danger, de mineurs délinquants. On a beaucoup aussi développé de places pour des demandeurs d'asile, pour des migrants ces dernières années face à la crise migratoire. On a beaucoup de personnes en fait que parfois notre société, encore aujourd'hui, ça évolue heureusement, mais relègue un petit peu ou n'a plus d'espoir en fait sur justement l'utilité que pourraient avoir ces personnes-là. Oui, ça les met de côté. Ça les met de côté. Les toxicos, les sortants de prison, les mineurs délinquants, qui est toujours, ça ne devrait pas tarder, il y a toujours un sujet qui est très politisé quand les élections arrivent. Bien sûr. Et voilà, et on a toujours, et en plus c'est particulièrement le cas avec des discours hyper clivants ces derniers temps. Donc il faut toujours un bouc émissaire. Voilà, c'est la faute des migrants, c'est la faute des chômeurs de longue durée qui sont fainéants. Et nous, on s'est vraiment construit par opposition à ça, en disant, oui, ces personnes vont avoir un effort à faire, mais pour qu'elles fassent cet effort-là, il faut aussi les accompagner, les entourer. Nos lieux d'accueil, en général, sont des lieux extrêmement beaux, extrêmement accueillants, parce que vous comme moi, le matin, on préfère se lever pour aller dans un endroit qui est sympa, avec des gens qui sont sympas, sinon c'est compliqué. Alors qu'en plus, on a un énorme travail à faire, parce qu'on a eu un accident de vie, parce qu'on a connu des difficultés, parce que c'est dur. Si vous n'avez pas ces petits coups de pouce, c'est pas évident. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Froissart. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous. Partager. Et puis, on a pour que les gens qui nous suivent sachent aussi, on a une chaîne qui vulgarise le business de manière plus globale, et on est ravis nous aussi de pouvoir avoir ces approches différentes, que ce soit de la start-up, du grand groupe ou de l'association aussi, parce que c'est fondamentalement tout ça qui constitue le tissu économique et qui fait
notre pays à un pays qui est compétitif ou qui ne l'est pas en fait fondamentalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à partager la vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est super important pour le référencement. C'était Valorant, j'étais ravi de vous avoir parlé. Ciao. Let's begin by the story